Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 13 janvier. Ce soir, vos réactions suite au passage symbolique du prix du paquet de cigarettes classique au-dessus des 7 €, conséquence de l'arrêté publié samedi au journal officiel. Alors pour certains, c'est le moment de s'arrêter, pour d'autres de rogner sur quelques dépenses pour continuer à fumer. Coup d'envoi de la saison des vœux politiques. Ce week-end, Parti socialiste et Conseil général ont présenté les leurs sur fond d'élections municipales. Et puis à une semaine et demie des premiers concerts de la folle journée, on répétait ce week-end à Mareuil-sur-Lay une partie des écoles de musique du département qui assureront la première partie de Barbara Hendricks à Fontenay-le-Comte fin janvier. La décision est officielle et applicable depuis ce week-end. Le prix du tabac augmente. Une petite augmentation au dire des acteurs de la santé publique. Des acteurs qui estiment qu'elle n'est pas suffisante pour forcer les fumeurs à s'arrêter, mais une augmentation qui oblige quand même à débourser plus de 7 € pour les paquets les plus vendus. Carle Laboureux. On passe à combien là ? 67. Ah oui, ça va. Augmenter le prix pour faire baisser la consommation, l'équation n'est pas si simple. Malgré cette nouvelle hausse de 20 centimes environ, bon nombre de fumeurs semblent se résigner à payer toujours plus cher. Je vais me dérouler pour essayer de ralentir, mais bon, ce sera toujours pareil. On fumera toujours, c'est sûr que c'est très gênant, c'est cher, mais bon, on fumera toujours de toute façon. Moi j'ai envie d'avoir quand même quelques plaisirs. On réduit, on ruse, on magouille quoi. Magouiller ou s'approvisionner dans les pays limitrophes, entre autres, c'est en tout cas ce que redoutent de plus en plus les buralistes, car même à plusieurs centaines de kilomètres des frontières, ici aussi la contrebande de cigarettes se ressent. Même ici à Fontenay, on entend parler que des gens prennent leur voiture et descendent jusqu'en Espagne faire le plein et revenir. Surtout que là, ils viennent d'ouvrir les frontières à 10 cartouches par personne. Donc voilà, on laisse le tabac, on laisse les gens acheter le tabac à l'extérieur. Et cette concurrence jugée déloyale, les buralistes craignent qu'elle ne se développe encore davantage avec cette nouvelle augmentation du prix du tabac, engendrant ainsi une nouvelle diminution des ventes en France. Forcément, nous, ça a un impact sur notre chiffre d'affaires, évidemment. En plus, je dirais que ça nous met aussi en danger dans la mesure où de plus en plus de tabacs font l'objet d'attaques à main armée ou autres, de vols. Et forcément, nous c'est pas bien pour nous, quoi. Ça met quand même, ça remet en question notre profession, je dirais. Une profession et des clients qui assistent donc régulièrement à des augmentations de prix. Si aujourd'hui le paquet le plus vendu en France est à 7 €, il était à 1,80 € il y a 20 ans. Le tabac qui, avec une moyenne de 6,80 € le paquet, reste quand même moins cher en France qu'en Norvège, où il coûterait presque 11 €. C'est une tradition à chaque début d'année, son lot de cérémonie des vœux. Alors samedi après-midi, c'est le Parti socialiste qui a organisé la sienne, le PS, pour qui le rendez-vous n'est évidemment pas anodin en cette année d'élections municipales, européennes et sénatoriales. Il faut soutenir les actions du gouvernement, que ce soit en matière d'emploi, de logement ou encore d'éducation. Un vœu que je peux formuler, dans les scrutins précédents, 2012 et avant, effectivement, on a vu une progression des forces de gauche et notamment du Parti socialiste en Vendée. 2014, il y aura des municipales, des européennes, aussi des sénatoriales. Donc le vœu que je peux formuler, c'est de voir les progrès se poursuivre et se concrétiser en Vendée pour les socialistes et la gauche. Le PS qui a profité de cette cérémonie pour donner des nouvelles de Jacques Auxiette. Le président de Pays de la Loire est toujours en convalescence après son opération cardiaque de la semaine dernière. Il devrait revenir sur le devant de la scène politique à l'occasion de la cérémonie des vœux de la région fin janvier. Et puis je vous le disais tout à l'heure, nous sommes vraiment dans la période où les cérémonies s'enchaînent. Pour preuve, le Conseil général de la Vendée a organisé la sienne vendredi soir au Vent d'Espace. Pierre Dalicieux. La Vendée de 2014, c'est d'abord un département que Bruno Retailleau veut tourner vers la modernité. Premier mot d'ordre développé par le président du Conseil général devant un public très nombreux. Modernité des réseaux par exemple, avec le plan Vendée numérique, montée en débit et arrivée de la fibre optique. Des grands secteurs économiques également, avec parmi d'autres propositions l'élaboration cette année d'un projet départemental visant à développer toutes les facettes de la Vendée maritime. Ou encore de l'énergie, avec un objectif produire en 2025 50% de l'énergie consommée en Vendée.
C'est une Vendée qui se bat, c'est une Vendée qui ne renonce pas à la modernité, parce que la modernité c'est demain, on ne vit pas dans le monde d'avant, on doit anticiper le monde qui est en train de naître sous nos yeux. Ça ne peut pas se faire sans les autres, sans la générosité, parce que le monde c'est pas soi seul. La générosité est donc le deuxième mot d'ordre au-delà de l'accompagnement social des plus fragiles et notamment du retour à l'emploi. C'est aussi la solidarité avec les personnes handicapées ou âgées. Un plan de formation sera par exemple proposé au cadre des EHPAD départementaux sur les soins palliatifs et plus largement sur la fin de vie. Mais la générosité, c'est aussi pour Bruno Retailleau la question du bénévolat. Objectif, maintenir à un niveau élevé l'engagement associatif. Aujourd'hui, il y a effectivement une attention particulière à mener auprès de l'ensemble de ce milieu. Comment aider des gens dans un parcours bénévole, comment aider les gens à prendre des responsabilités dans ce monde bénévole. Je crois qu'il y a des différents points d'attaque auxquels on réfléchit actuellement et qui pourront faire l'objet après de propositions. Enfin, troisième mot d'ordre, l'identité avec le centenaire de la Grande Guerre et les 220 ans du soulèvement vendéen. Des commémorations que Bruno Retailleau veut apaiser mais également assumer. Un colloque international se déroulera notamment autour du thème de la réconciliation, de l'histoire de la Vendée jusqu'à celle très récente de l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. En bref, une manifestation est prévue devant la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte la semaine prochaine. Appel de l'intersyndicale locale à manifester contre la suppression prochaine des fouilles corporelles systématiques. Un geste qui se fait notamment à la sortie des parloirs famille pour éviter de faire entrer dans la prison des objets qui ne seraient pas repérés par le détecteur de métaux comme de la drogue, de l'alcool ou des téléphones portables. On passe maintenant au sport avec tout d'abord le Dakar et l'exclusion de l'équipage 403. L'équipage de Bruno Seillet, le cordonnier de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont on parlait ici même en fin de semaine dernière. On n'en connaît pas encore la raison, mais le duo ne peut donc plus continuer la course. Dans les autres engagés vendéens et au dernier pointage disponible, il reste encore le duo Chabot-Pillot, 26e, juste derrière Éric Bernard qui est 25e. Les concurrents du Dakar qui ont profité ce week-end de leur première et unique journée de repos. C'était samedi, juste avant de quitter l'Argentine pour un bref passage en Bolivie avant d'enchaîner au Chili. Delphine Ledur en a profité pour joindre nos concurrents qui vivent un des Dakars les plus difficiles de leur carrière sportive. On mouille les combinaisons, on mouille, on boit beaucoup, on boit 10 litres d'eau par jour et de boissons énergétiques là, ou des additionnels pour parce qu'on mange pas de la journée, on part le matin, on prend un petit déj le matin, on part, on se lève vers 4h30, 5h. Et on arrive le soir, il faut faire attention à bien se nourrir, surtout à bien s'hydrater parce qu'il fait très très chaud, il fait encore beaucoup plus chaud bien sûr dans les voitures. Les conditions plus difficiles, c'est la chaleur. Dans la voiture, il fait entre 47 et 55 degrés. Et les conditions les pires qu'on a, c'est de se poser, de s'ensabler. 3 fois, ça m'est arrivé et puis j'ai quand même réussi à sortir assez rapidement. On a vécu 6 jours assez compliqués. L'organisateur nous avait prévenu que ce serait un Dakar plus dur cette année, mais c'est forcément ravi d'être là et de plutôt pas mal classé. Et puis dans le reste des sports du week-end, du football féminin avec la qualification des filles de La Roche en 32e de finale de la Coupe de France, du Palais aussi et même en plein janvier du canoë-kayak. Anthony Jamin. Déjà reportée pour cause de mauvais temps, cette fois-ci la rencontre a bien eu lieu entre les deux pensionnaires de D2, La Roche, maillot rouge, et Saint-Herblain, dans le cadre du premier tour fédéral de la Coupe de France féminine. Il faudra attendre les dernières minutes de la première mi-temps pour l'ouverture du score par Guillard à la 37e minute. Le match a repris depuis un quart d'heure, c'est au tour des Nantaises de se montrer. Un centre venu de la gauche, Mouillé reprend de la tête, un partout. 85e minute, la gardienne nantaise laisse échapper le ballon sur ce corner. Justine Boivin en profite pour le pousser au fond des filets et donner la victoire aux Ornésiennes. Prochain match dans 15 jours contre Soyaux, actuel 5e de D1. Des palets en laiton, des plaques en plomb et pas moins de 128 doublettes pour cette 27e édition du concours organisé chaque année par le club de Palais, le bronze Gaubretière-Roi. Amateurs et licenciés, ils viennent de toute la région pour s'affronter et pour faire valoir ce sport. Dans les repas de famille, tout le monde joue au palais. Donc après, de là à prendre une licence, beaucoup de joueurs hésitent. Mais voilà, après, c'est essayer de passer le pas, de se dire, tiens, je peux prendre une licence. Et autant une licence de foot que de palais, c'est à la même valeur, voilà. Pour finir, direction les bords de la Sèvre nantaise pour le championnat des Pays de la Loire de canoë-kayak.
La qualité du parcours, reconnu comme l'un des plus beaux de la région, attire chaque année bon nombre de licenciés de l'Hexagone. Pour cette sélective régionale slalom, pas moins de 130 participants et un but du jeu en apparence simple. Franchir les 20 portes dans un ordre déterminé, parfois en descendant, parfois en remontant le courant. Une fiche touchée, c'est 2 secondes de pénalité. Une porte non franchie, c'est 50 secondes de pénalité et des chances de victoire qui s'envolent. Thibaut Perrotto, chez les juniors, s'impose dans la catégorie canoë monoplace. Et chez les femmes, c'est Lisa Robin qui remporte la finale. Et puis on va revenir un instant sur le football avec les équipes masculines qui vont bientôt entamer la deuxième moitié de saison des championnats. Résultat du week-end, avec une victoire pour les Genots et un match nul à domicile pour les Sud-Vendéens, le Poiré-sur-Vie passe devant Luçon au classement général de National. En CFA, à noter les Herbiers qui font match nul face aux Bretons de Pontivy, mais qui restent en haut de tableau juste derrière d'autres Bretons, ceux de Saint-Malo. Week-end d'élection en Vendée. Alors pas de panique, vous n'avez pas raté le premier tour des municipales, mais plutôt le choix de notre Miss Vendée. 12 jeunes femmes prétendaient au titre samedi soir à Aizenay. Et c'est finalement une Yonnaise, Annelise Sozo, qui a décroché la couronne. À 19 ans, Annelise est étudiante en lettres modernes à Nantes et elle représentera donc la Vendée au cours des 12 prochains mois. Et puis hier à Saint-Jean-de-Mont, c'était la Miss XS Vendée 2014 qui était élue. XS parce que mesurant moins de 1,70 m. Là, il y avait 11 candidates présentes. Pour toutes, un bon moyen de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'être grande pour briller. C'est surtout pour gagner de la confiance en moi et puis aussi pour prouver aux personnes qui parfois se moquaient un peu de moi par ma taille que la taille n'est pas une barrière à la réussite en fait. Ça permet aussi de découvrir le monde des Miss de l'intérieur, puisque nous, moins d'un mètre 70, on ne peut pas participer aux autres élections. Donc c'est vrai que là, ça nous permet de quand même découvrir ce monde-là. C'est très agréable, il y a toujours une bonne ambiance entre les candidates. J'ai longtemps été complexée par ma taille, je fais 1,50 m. Aujourd'hui, j'aimerais en faire ma fierté en représentant ma région et les filles de moins d'un mètre 70. Et Miss XS Vendée 2014 s'appelle Adeline Cossard. Elle a 20 ans et elle habite elle aussi à La Roche-sur-Yon. Un des premiers salons du mariage de l'année a été organisé ce week-end au Bourg-sous-la-Roche. Janvier, la dernière ligne droite pour ceux qui se marient cet été et les premiers jalons pour les cérémonies de 2015, voire 2016. Pour tous, en tout cas, un bon moyen de comparer pour rentrer dans le budget. On est obligé de faire avec notre budget. Moi personnellement, voilà, je suis contractuelle. C'est difficile de pouvoir prendre vraiment tout ce qui nous plaît. Il faut se débrouiller avec des petites choses qui sont faites main, par exemple, genre les faire-part. Les futurs mariés regardent les prix et ont tendance un petit peu à aller vers des prix beaucoup plus modestes. Il y a eu des mariages sur 2013 où on a vraiment ressenti ce phénomène et puis avec d'autres clients, pas du tout. Parce que ça reste quand même la journée, une grande journée, la journée de notre vie. Les billets sont encore une fois partis très vite. Il reste quelques places, mais la folle journée s'annonce d'ores et déjà comme un nouveau succès. Les premiers concerts sont comme d'habitude prévus en région et notamment en Vendée, où Barbara Hendricks donnera par exemple un concert à Fontenay-le-Comte. Un récital précédé de la performance des écoles de musique de Vendée. 13 établissements en répétition ce week-end. Grégoire de Châtillon. 1, 2, 3 et... Ces élèves viennent des 4 coins du département. Ils répètent dans leurs écoles respectives de musique depuis le mois de septembre. Aujourd'hui, pour la deuxième et dernière fois, ils sont tous ensemble pour la grande répétition. Leur point commun, ce sont tous des joueurs d'instruments à vent, à savoir la flûte, la clarinette, trompette, hautbois et bien d'autres encore. Leur répertoire pour la folle journée, West Side Story de Bernstein, New York, New York de Frank Sinatra, puis certains arrangements des thèmes de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Les instrumentistes connaissent déjà leurs notes et leurs partitions. Après, ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et c'est justement pourquoi on a ces journées de rassemblement, pour justement travailler ensemble, s'écouter les uns les autres et faire de la musique ensemble. Pour la majorité de ces élèves, c'est la toute première fois qu'ils participeront à la folle journée. Ça me rend heureux, ça me fait de la joie, ça me permet d'être un petit peu
de dire que je fais ça pas que pour moi. Je trouve ça très agréable, il y a une bonne ambiance, le chef est parfait. Maintenant avec la répétition qu'on a déjà fait avant, maintenant ça commence à être bien au point, donc prêt pour le jour J. Et cet ensemble musical créé pour l'occasion devra être irréprochable car ils joueront en première partie de la grande Barbara Hendricks. Avant de passer à la météo, on est lundi, on va donc ouvrir l'agenda de la semaine et on commence par demain, mardi, avec le vote de la loi de modernisation agricole. Elle était initialement prévue en septembre dernier, puis repoussée. C'est donc finalement demain qu'elle sera présentée. On va y parler compétitivité ainsi que performance économique et environnementale de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Jeudi, c'est la rentrée solennelle du tribunal de commerce, à l'occasion de faire un point très concret sur la santé de nos PME-PMI. Puisque c'est ce tribunal qui prononce les redressements et les liquidations judiciaires. Vendredi, justement, date limite pour le dépôt des offres de reprise pour Fagor-Brandt. Ça se passe au tribunal de commerce de Nanterre et concerne les salariés des sites de La Roche-sur-Yon et d'Esnay. Vendredi toujours, les prud'hommes et le tribunal de grande instance font à leur tour leur rentrée solennelle. Et puis si tout va bien, une poignée de collégiens de La Roche-sur-Yon va entrer en contact avec la Station spatiale internationale. Enfin samedi, inauguration officielle et a priori définitive de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Quelques mots du temps de demain avant de se quitter. Ça va être un petit peu comme aujourd'hui, des éclaircies avec des nuages, voire quelques averses. Et puis il va faire plutôt frais, mais c'est de saison. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.